Bonjour à tous, il est 13 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 septembre. À la une, le chef de l'État a fait le point de son séjour en Chine pour le 3e forum sur la coopération sino-africaine. La Côte d'Ivoire a récolté 1900 milliards de francs CFA destinés au financement de divers projets. On ira à Addis Abeba en Éthiopie où une convention sur le e-commerce a été signée entre la Côte d'Ivoire et l'Union postale universelle. C'est une avancée pour la Côte d'Ivoire qui a été choisie comme point focal. Et puis ici, 50 ex-migrants formés pour leur réinsertion. C'est dans la région de l'Ayembi-Tiassa, précisément à Azaguié, où des projets ont été lancés sur place. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président est rentré de la Chine hier. Depuis l'aéroport, le chef de l'État a fait le point du forum sur la coopération sino-africaine. Information majeure, la Chine va investir plus de 1900 milliards de francs CFA dans divers projets. Écoutons le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était le 3e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, présidé par le président Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, parce que l'Afrique du Sud avait accueilli le sommet, le FOCAC, à Johannesburg en 2015 et j'y avais participé. Alors le prochain FOCAC en 2021 aura lieu au Sénégal. Donc le président Macky Sall sera le prochain coprésident du FOCAC avec le président Xi Jinping. Alors le forum a accueilli 3 nouveaux pays, ce qui est une bonne chose. La République de Gambie, la République de Sao Tomé également, dont le Premier ministre était là, et le Burkina Faso, dont le président Roch Kaboré était également présent. Alors, le sommet de Beijing a été marqué par l'importante annonce faite par le président Xi Jinping qui porte sur la mobilisation de 60 milliards de dollars destinés au financement de divers projets dans 8 initiatives, comme il a indiqué, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le domaine de l'industrie, le domaine de la formation, les bourses, le domaine des infrastructures, le domaine de la sécurité, et ainsi de suite. C'est un vaste programme sur les 8 initiatives très détaillées et qui nous a été donc livré pendant près de 45 minutes par le président Xi Jinping. Et je dois dire que c'était une présentation impressionnante de la volonté de la République populaire de Chine à aider l'Afrique à sortir du sous-développement et à réduire la pauvreté et à moderniser les pays africains. Bien évidemment, nous travaillerons en étroite coopération avec les autorités chinoises, ce que nous faisons déjà, mais nous allons même dédier, j'ai indiqué au Premier ministre et au vice-président, qu'on essaie de dédier des cellules à la primature et à la présidence pour suivre la mise en œuvre et la coordination de tous ces projets et puis de recueillir de nouveaux projets qui peuvent être donc soumis aux autorités chinoises parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'accroître même le financement prévu pour la Côte d'Ivoire. Alors pour terminer, je voudrais bien évidemment réitérer notre gratitude au président Xi Jinping, au peuple, au gouvernement chinois, parce que pour l'accueil particulièrement chaleureux, vraiment plein d'attention, de considération qui nous a été réservé à la première dame, à la délégation et à moi-même, et aussi dire que cette visite d'État a été véritablement un très, très, très grand succès et je m'en réjouis personnellement. Voilà, c'était là le point du séjour du chef de l'État en Chine, le président Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan hier. Et justement, ici même à Abidjan, les enfants de troupes rentrés d'un voyage d'études reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ce sont les meilleurs élèves de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, nous dit Abou Sanogo.
Ce sont les enfants de troupes les plus méritants de l'année académique 2017 et 2018 de l'école militaire préparatoire technique de Bingéville. Pour leurs meilleurs résultats, ils ont été primés le jeudi 19 juillet dernier au cours d'une cérémonie de distinction au sein de leur école par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui leur a promis un voyage d'études aux États-Unis d'Amérique. C'est maintenant chose faite, car du dimanche 26 août au dimanche 2 septembre, les meilleurs élèves de l'EMPT et leurs parents se sont envolés pour les États-Unis d'Amérique. De retour au pays, ils sont allés exprimer leur gratitude au ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui leur a offert des ordinateurs suivis d'enveloppes. Je tiens à remercier le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko, pour son geste, car il a su récompenser les méritants. Alors voilà, c'est bien passé. Ils nous ont fait visiter des entreprises là-bas, comme par exemple le centre de recherche de Microsoft à Manhattan. Mais on nous a dit de revenir pour travailler. Mais si on travaille encore plus, on pourra avoir un plus gros cadeau. Cet engagement pris a été tenu et aujourd'hui, nos élèves qui sont revenus gardent un grand souvenir et vraiment, je pense que cela va les motiver encore plus à mieux travailler. En retour, Ahmed Bakayoko les a invités à poursuivre sur leur lancée. Cela participe de ma vision de gratifier les excellents, de montrer les excellents et de les encourager, de les motiver, afin que leur exemple serve aux autres. Étant les meilleurs à l'MPT, vous êtes parmi les meilleurs de la Côte d'Ivoire et faites partie du meilleur de la Côte d'Ivoire et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. N'arrêtez pas de maintenir le cap, n'arrêtez pas d'être les premiers. Kra Ndri Ange Victoria a obtenu le prix de la meilleure élève de l'EMPT avec une moyenne de 18,82. À moi Congras Emmanuel, le prix du meilleur résultat au BEPC avec 196,22 points. Et Nyang Serigno Bassirou, major de la promotion sortante avec 14,92 de moyenne en classe de terminale C. On va parler des filets sociaux productifs. Ils visent à améliorer les revenus des populations des zones rurales. Il s'agit de leur octroyer chaque trimestre des allocations de 36 000 francs CFA. Pour renforcer l'équipe régionale qui est déjà à pied d'œuvre sur le terrain, 120 agents communautaires ont été recrutés. Grace Kando revient sur ce projet qui est une initiative du gouvernement ivoirien avec l'appui financier de la Banque mondiale. Regardez. 120 agents communautaires issus de l'Institut national de formation sociale INFES, recrutés et formés dans le cadre du projet filets sociaux productifs. Ces agents auront pour mission de sensibiliser, d'informer et d'orienter les populations bénéficiaires des zones concernées. Objectif, améliorer leur consommation et leur production en leur enseignant de bonnes pratiques familiales. Nous avons suivi une formation de recyclage et de renforcement des capacités. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant à leur côté? C'est de les accompagner, de les mettre en association, les mettre en groupement ou en coopérative agricole afin de créer des activités génératives de revenus. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020, le projet filets socioproductifs consiste chaque trimestre à octroyer des allocations de 36 000 francs CFA à 35 000 ménages des zones rurales issues des centres nord et ouest. Le projet filets socioproductifs vise la réduction de l'extrême pauvreté. Avec le concours des partenaires, nous avons recruté 120 agents communautaires, des agents qui vont être au quotidien, aux côtés de ces ménages, pour les aider à exercer dans l'efficacité, avec beaucoup de rigueur, et leur permettre de sortir de l'état de pauvreté pour se prendre totalement en charge. Et se prendre totalement en charge suppose que ce sont des ménages qui vont envoyer leurs enfants à l'école comme tout le monde, qui vont pouvoir se soigner comme tout le monde, qui vont bénéficier de tous les services sociaux de base comme tout le monde. Le projet va s'étendre à l'ensemble du pays. Donc ça veut dire qu'au lieu de 120 jeunes gens, il va y avoir peut-être 200, 300 ou 400 jeunes qui vont avoir du travail, et cela participe de la politique de réduction de pauvreté, surtout de l'insertion des jeunes dans le tissu social et professionnel.
Pour appuyer le dispositif de suivi et de sécurité, les directeurs régionaux impliqués dans la mise en œuvre du projet Filet socio-productif ont reçu du matériel de communication pour les activités de sensibilisation et d'information. On s'intéresse maintenant à la coopération sous-régionale avec la commission de la CEDEAO qui réfléchit à la mise en place d'une stratégie d'intégration maritime. Il s'agit de créer une plateforme permettant d'améliorer les capacités opérationnelles des différents centres maritimes dans le golfe de Guinée pour faire face aux défis sécuritaires. Olivier Iriebi et Abou Sanogo pour plus de détails. Mobilité opérationnelle, coordination stratégique et tactique entre les centres maritimes multinationaux de l'espace CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut renforcer la sécurité au niveau de sa surface maritime. Et c'est pour faire face à cette préoccupation que les représentants des États membres sont réunis à Abidjan en vue de la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet ordinaire de 2014 à Yamoussoukro. La présente réunion a pour objet de parachever la dotation en personnel nécessaire à leur fonctionnement des centres maritimes multinationaux de coordination des zones maritimes E, F et G et du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRESMAO. C'est le lieu pour moi de rappeler que la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO énonce une approche intégré. Pour le chef de division de la sécurité régionale de la CEDEAO, après la mise en place du cadre juridique se rapportant à l'espace maritime dans le golfe de Guinée, il est temps de donner vie à cette architecture. C'est bien de tout faire sur le plan juridique, mais il faut justement qu'il y ait du personnel. Et aujourd'hui, nous sommes réunis afin de donner la possibilité aux États membres de discuter de la possibilité de partager l'ensemble des positions qui devraient être occupées à l'intérieur de ces centres, afin de rendre tous ces centres opérationnels. Selon le chef d'état-major de la Marine nationale, la dotation en ressources humaines, matérielles et techniques va permettre de lutter efficacement contre les menaces sur les surfaces navigables. C'est des centres où vont travailler quand même tous les marins du golfe de Guinée, en particulier ceux de l'espace de la CEDEAO. La piraterie, c'est une des menaces à laquelle vraiment nous devons faire face. Et il y a d'autres menaces encore qui sont vraiment importantes pour nous. L'initiative de sécurisation de l'espace maritime de la CEDEAO bénéficie également de l'appui de l'Allemagne, du Danemark et de l'Union européenne à travers son projet Paix, Sécurité et Stabilité. Le deuxième titre de ce journal nous conduit directement en Éthiopie où une convention sur le e-commerce a été signée entre la Côte d'Ivoire et l'UPU à Addis Abeba. C'est une avancée pour la Côte d'Ivoire qui marque sa volonté de mieux installer la poste comme un point focal de ce e-commerce, vecteur de développement socio-économique. Franco Adio est notre envoyé spécial à Addis Abeba. Bachar Hussein, secrétaire général de l'IPU, et Claude Isaac Dé, ministre de l'économie numérique et de la Poste, peuvent apposer leur signature. C'est une convention entre l'Union postale universelle et l'État du Côte d'Ivoire, le pays choisi comme point focal pour la mise en œuvre du programme e-commerce, plateforme de commerce électronique. Cet accord est destiné à promouvoir le e-commerce. La Côte d'Ivoire est identifiée pour la promotion du volet économique, mais il y a aussi l'aspect local et surtout régional dans le cadre de la CEDEAO. Nous sommes très fiers de signer cet accord avec la Côte d'Ivoire, qui est un membre important de l'UPU. Que la Côte d'Ivoire, comme 5 autres pays, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Kenya, choisis pour le développement de certaines infrastructures et leurs efforts pour le déploiement de la fibre optique, entre autres. Cette signature revêt un sens particulier. Cette signature marque le définancement de ce projet-là. Donc comme on a dit, nous espérons qu'en 2020, on voit de façon concrète ce projet se réaliser sur le terrain. Donc ça va créer des emplois, ça va permettre aux PME, ça va permettre aussi à d'autres importations de se développer. Avec le secrétaire général de l'UPU, il a aussi été question des préparatifs du prochain congrès de l'Union, le 27e en 2020, en terre ivoirienne. Le ministre de la Poste et de l'économie numérique a aussi échangé avec plusieurs délégations, celle de l'Union panafricaine des postes conduite par son secrétaire général Younous Djibrine
Ensuite, le directeur général de la Poste de Turquie, organisateur du congrès de 2016. Puis, une délégation française. Nous avons parlé notamment justement de la préparation du congrès d'Abidjan en 2020, qui va être un grand moment pour l'Union postale universelle, parce que le congrès actuel n'est encore qu'un congrès intérimaire. Et nous allons bien sûr travailler autant que nous le pourrons avec la Côte d'Ivoire pour que ce soit un succès. Nos deux pays sont très proches, ont une histoire ancienne, y compris une histoire philatélique et postale. La Côte d'Ivoire participera de façon active à la conférence stratégique ministérielle, une récente innovation de l'Union qui va prendre fin le 7 septembre. Il sera question de panel et de déclaration sur un thème précis, préparer le secteur postal pour promouvoir le développement socio-économique. Et ici en Côte d'Ivoire, la Direction générale du budget et des finances publiques a formé récemment 44 de ses acteurs de la sous-préfecture de Mbengue. Thème de la formation, l'élaboration du budget de l'État et l'exécution de la dépense publique à travers le système intégré de gestion des finances publiques. La suite avec Nadia Edja et Noël Niagno. Le SIGFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, une des réformes majeures du gouvernement ivoirien dans la gestion des finances publiques. Adoptée en 1999 au niveau central, sa déconcentration progressive vers les localités de l'intérieur du pays a démarré en 2002. Avec la mise en marche effective du SIGFIP dans les localités de Meyaki, Kounfao et Zonien cette année, 79 circonscriptions administratives sont connectées au réseau central du SIGFIP et qui exécutent aujourd'hui aisément leur crédit budgétaire à travers cet outil. Ce processus de déconcentration va se poursuivre à l'effet d'aboutir à la connexion de l'ensemble des localités du pays. Outre les 79 circonscriptions déjà connectées, le SIGFIP est prévu pour être connecté à la sous-préfecture de Mbengue dans les semaines à venir. Dans cette optique, 44 délégués de cette localité et leurs collaborateurs ont été formés sur le système, à travers des modules tels que le processus d'élaboration du budget, les procédures et circuits d'exécution de la dépense et la passation des marchés publics. Des informations utiles vous ont été délivrées sur les procédures d'exécution de la dépense publique. Je vous engage maintenant à poursuivre le travail et à mettre en œuvre chaque jour les connaissances et les techniques acquises au cours de cette formation. Notons que le SIGFIP a apporté des améliorations significatives dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Au titre des résultats obtenus, la mise à disposition d'une base de données fiable et sécurisée, le suivi en temps réel des phases d'exécution des dépenses publiques et la régulation des ressources et des dépenses exécutées. À suivre, un groupe de travail créé pour la gestion des conflits d'intérêts. Le groupe est né après la séance de travail entre Haute Autorité pour la bonne gouvernance, acteurs et régulateurs de la commande publique. La mission de ce groupe de travail dans ce reportage de Cheikh Koné. Le conflit d'intérêts implique un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d'un agent public. En d'autres termes, c'est lorsqu'une personne se trouve dans une situation où elle peut faire privilégier ses intérêts personnels par rapport aux intérêts de l'État ou d'une entreprise. Le conflit d'intérêts, ça dépend des secteurs. Ça peut être dans le recrutement. Quelqu'un qui doit recruter, qui va peut-être privilégier un parent au détriment de quelqu'un qui n'est pas son parent dans le processus parce qu'il n'est pas impartial. Ça peut être dans l'attribution des marchés. On va donner le marché à un parent. En Côte d'Ivoire, le conflit d'intérêts est identifié comme un facteur potentiel de corruption. À titre de prévention, l'État a pris en 2017 le décret numéro 2017-740 du 16 novembre déterminant les mesures de prévention et de règlement des conflits d'intérêts. En dépit de ces réformes, le phénomène persiste. Il y a différentes mesures qui ont été prises en Côte d'Ivoire pour améliorer la gouvernance de façon continue. Et parmi ces mesures, il y a la prévention et le règlement des conflits d'intérêts. Et cette prévention et règlement des conflits d'intérêts, là, on commence avec le secteur des marchés publics. Mais il y a d'autres secteurs qui vont être concernés. C'est de faire en sorte que les textes puissent s'appliquer. Parce que pour appliquer des textes dans ce domaine-là, il faut mettre en place des outils pratiques. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'est donnée pour mission d'aider toutes les parties prenantes à construire les outils nécessaires pour faire appliquer les tests relatifs à la lutte contre les conflits d'intérêts.
Nous sommes contents de nous avoir associés à cette réunion qui avait pour objectif de mettre en place un groupe de travail. L'objectif final de ça, c'est de circonscrire parce qu'actuellement tous les articles sont vagues, ce n'est pas bien précis. Donc nous allons produire quelque chose au moins pour la bonne gouvernance et pour la sécurisation de tous les membres des cellules de passation. Notons que depuis 2009, le Code des marchés publics qui a été réformé en 2014 et 2015 prend en compte la question des conflits d'intérêts. Et puis le deuxième forum sur les investissements en aviculture en Côte d'Ivoire a été lancé par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Ce forum, qui va se dérouler du 2 au 4 octobre prochain, vise à faire du secteur avicole ivoirien un secteur industriel de qualité. Reportage Jean-Luc Bangou. 150 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il faut à la filière avicole ivoirienne pour satisfaire ses besoins en financement. Besoins exprimés et définis dans le plan stratégique de relance de l'aviculture ivoirienne adopté depuis 2012. Le forum Avi Invest se veut ainsi une plateforme de mobilisation des capitaux des différents partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux. Et pour cette édition 2018, les attentes sont grandes. Le forum Avi Invest 2018 porte sur le thème compétitivité du secteur avicole ivoirien et émergence à l'horizon 2020. Un thème central qui permettra de consolider les acquis et de rassurer les investisseurs actuels et à venir sur les perspectives de l'aviculture ivoirienne en particulier et de notre pays en général. Les organisateurs attendent plus de 1000 participants à cet événement qui se tiendra du 2 au 4 octobre prochain à Abidjan. Cette année encore, 5 pays y seront à l'honneur: la Hollande, le Brésil, la France, l'Afrique du Sud et le Maroc. 4 ans après l'adoption du plan stratégique de relance de l'aviculture ivoirienne, ce sont près de 80 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la filière pour une production de viande de volaille qui avoisine les 50 000 tonnes. On en vient au troisième titre de ce 13 heures consacré au retour de 50 ex-migrants dans l'Agnébitiassa, précisément à Azaguié, à l'Université de l'entrepreneuriat. Ils reçoivent une formation qui va leur permettre de se prendre en charge, nous dit Sidonie Davila-Waka. Dans ce centre d'incubation de plus de 20 hectares sont présents 50 ex-migrants. Ayant décidé de revenir au pays, ils participent à des projets de formation pour leur réintégration. Plusieurs formations couplées à la pratique s'offrent à eux à l'Université de l'entrepreneuriat à Azaguié, dans la région de l'Agnébitiassa. Moi, j'ai choisi le domaine de l'élevage des poulets. Voilà, donc vraiment, je suis contente parce que je sais qu'avec ça, je peux aussi me faire valoir dans la société. Bien, j'ai opté pour le domaine animal. Je suis fier par rapport à l'offre. J'attends encore que ça aboutisse pour que nous autres, on donne des conseils de nos petits frères, nos grands frères qui veulent aussi partir de l'autre côté. Dans ce centre, ils partagent l'expérience de Séraphin Kwa, fondateur de cette école de formation qui a longtemps vécu hors de la Côte d'Ivoire. Son objectif, faire comprendre que l'Eldorado, c'est ici. Pour moi, c'est un défi que je dois relever. Je suis content, heureux que ces jeunes ont accepté volontairement de revenir dans leur pays. Selon une étude du BIT, l'agriculture en elle seule peut permettre d'embaucher 5 millions de jeunes. Et nous, École des entrepreneurs, nous avons compris. C'est pour ça que nous saisissons la balle au bon moment et nous félicitons l'OIM, l'Union européenne, l'État de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils font pour ces jeunes. Cette seconde chance à ses compagnons d'aventure a un coût. Un montant de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard, 300 millions de francs CFA, alloués à ce projet financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations. C'est un projet de formation et insertion de 50 personnes, 20 dans le secteur de la construction, 15 dans le secteur de la production animale et 15 production végétale. Ce n'est pas le seul projet que l'OIM et l'Union européenne et ses partenaires mettent en place. Il y a plusieurs projets similaires dans différents secteurs qu'on est en train de mettre en œuvre.
Aux côtés de l'UE et de l'OIM, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur suit de près ces projets. L'idée n'est pas de faire une réintégration rapide, c'est de faire une bonne réintégration qui donc est durable, avec un bon rapport entre le retour, la réintégration et la réintégration durable. Et donc je voulais signifier tout l'engagement du gouvernement ivoirien de suivre aussi ces retours et cette réintégration et de nous rassurer que ce travail est fait conformément à la volonté du gouvernement de voir la jeunesse repartie sur des projets de réinsertion durables. Selon le bilan du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, on compte à ce jour 3 804 Ivoiriens de retour au pays. 500 parmi eux bénéficient pour l'instant d'une assistance pour leur réinsertion. Et dans l'actualité religieuse, les derniers pèlerins ont regagné Abidjan hier, après un mois passé à Médine et à la Mecque, en terre sainte d'Arabie Saoudite. Leur arrivée à l'aéroport avec Konepa Agassou. C'est aux environs de 10h50 que l'avion transportant les derniers pèlerins du contingent étatique a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. De retour, après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj, les 500 pèlerins se disent heureux de retourner dans leur pays. Ils ont tenu à traduire toute leur reconnaissance à Dieu qui leur a permis d'accomplir dans la quiétude et avec succès leur devoir sacré. Le rêve de pouvoir accomplir le Hajj, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Et Allah l'a permis pour nous cette année, nous ne pouvons que dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il m'a permis de vraiment faire tous les rituels, tout est en santé. Vraiment, je lui dis merci, merci, merci. Nous avons accompli cette mission dans la grande spiritualité, de telle sorte que Dieu puisse mettre toujours sa main sur notre pays, que le pays soit en paix et avec les Ivoiriens en paix toujours. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de pèlerinage, il n'y aura pas de vie pour nous. On a beaucoup prié pour la paix dans notre pays. Les responsables du dernier vol saluent la parfaite organisation du pèlerinage à la Mecque par le commissariat du Hajj. Les encadreurs sont mis en l'aise dans toutes les conditions qu'il faut pour mieux travailler. Ça facilite aussi l'encadrement. Les pèlerins sont satisfaits de l'organisation. Si eux ils sont satisfaits, nous sommes satisfaits et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui gagne. Chefs de vol, encadreurs et pèlerins ont été accueillis à leur descente d'avion par les responsables du commissariat du Hajj et par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les pèlerins de cette année pourront, n'est-ce pas, se souvenir que c'est l'année où ils ont choisi de faire leur pèlerinage. C'est cette année aussi que le président de la République a choisi de faire son pèlerinage. Et ça, c'est une grâce pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui recherche constamment la paix, la cohésion. L'arrivée du dernier vol marque la fin du Hajj 2018. Ce sont au total 6 800 pèlerins, dont 5 000 du contingent étatique et 1 800 des structures privées qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque cette année. Un mot de cinéma en images avec la 18e édition du Club Ivoire qui a ouvert ses portes à la salle Majestic Ivoire. Cette tribune de promotion du jeune cinéma met l'accent sur la fiction documentaire et les courts-métrages. 10 prix sont en jeu avec notamment le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Les faits marquants de l'actualité dans le monde, on commence par la Mauritanie où une ONG de défense des droits de l'homme veut un moratoire sur les poursuites envers les femmes violées. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo pour plus de détails. Un moratoire immédiat sur les poursuites engagées contre les femmes victimes de viols en Mauritanie. C'est ce que demande Human Rights Watch. Dans un rapport de 101 pages rendu public, l'organisation dénonce le sort réservé à ces femmes qui portent plainte, mais qui se retrouvent accusées d'adultère, passant du statut d'accusatrice à accusée, puis poursuivies quand elles n'arrivent pas à prouver qu'elles n'étaient pas consentantes. Dans un grand hôtel de la capitale malgache, sur le plateau d'une chaîne de télé et de radio privée, Didier Ratsiraka a fait une revue de l'actualité politique malgache. L'ex-président âgé de 82 ans et candidat pour cette élection présidentielle s'est offert une 30 minutes d'émission en direct durant laquelle il a compté son succès d'antan, relaté ses prises de position historiques. Mais il a surtout expliqué son leitmotiv actuel, le report des élections pour éviter que le pays ne sombre à nouveau.
La publication d'une tribune anonyme dans le New York Times, attribuée à un haut responsable de l'administration américaine. Le signataire déclare lutter de l'intérieur contre le président américain et affirme que plusieurs membres de l'administration sont engagés dans le même combat. La tribune est anonyme, mais le New York Times connaît son auteur. Au lendemain de la parution des extraits du livre incendiaire de Bob Woodward sur le chaos qui règne à la Maison-Blanche, c'est un nouveau coup dur pour le président, d'autant qu'il vient de son propre camp. Et le test a suscité une réaction quasi immédiate de Donald Trump. Voilà, actu en bref signé Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo et Abou Sanogo. Et voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc à 20h.